Le 4 mars 2024, la France inscrit l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution, marquant une avancée majeure dans l'histoire des droits des femmes. Cette décision reflète des décennies de combat pour la reconnaissance et la protection du droit à l'avortement. Parmi les figures emblématiques de cette lutte, Gisèle Halimi occupe une place centrale. Militante féministe et avocate engagée, elle a consacré sa vie à défendre les droits des femmes, notamment lors du célèbre procès de Bobigny en 1972. La troupe du pavé, composée de comédiens amateurs, circule sur le département de la Charente-Maritime et allie engagement et création artistique. Elle met en scène des pièces de théâtre tout en collectant des fonds pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes. Île-de-Ré TV est allée rencontrer Frédérique Richer, cofondatrice de cette troupe, qui n'hésite pas à se produire dans des toutes petites communes du département afin de démocratiser cet art. Frédérique évoque en premier lieu la naissance de cette troupe. Commencé en Allemagne où j'ai été écouter Florence Absolu, une collègue qui faisait des concerts et sur le chemin du retour dans la voiture elle m'a demandé, à moi et à une amie qui était dans la voiture également, si nous souhaitions faire partie d'une troupe de théâtre et de jouer les monologues du vagin. C'était un peu dans le style bah oui je suis cap. Donc j'ai accepté. Ensuite, elle a fait des démarches auprès de d'autres comédiennes et nous avons formé la troupe du pavé. C'était une troupe au début exclusivement féminine. Nous avons joué plusieurs fois les monologues du vagin. Ensuite, Florence a joué avec deux comédiennes, a monté avec deux comédiennes une troupe qui s'appelle Burlingue. Et enfin, nous sommes arrivés au procès de Bobigny où là, pour la première fois, nous avons des hommes qui font partie de la compagnie et c'est super bien. Alors c'est une compagnie engagée de théâtre amateur, engagée, citoyen, puisque nous reversons tous nos bénéfices à des associations qui aident les femmes victimes de violences. Au début, effectivement, c'était une troupe exclusivement féminine et féministe, et maintenant c'est une troupe qui défend toujours la cause des femmes et mixte. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la mixité ? C'était le choix de la pièce. Le procès de Bobigny. Et c'était un peu inconcevable quand même de faire jouer les rôles de juges par des femmes. D'autant plus que c'était... Et puis à l'époque, on était quand même dans un monde d'hommes où l'homme... Oui, en plus exactement. Dans le procès, il s'est souligné à plusieurs reprises que ce sont des hommes qui vont juger des femmes. Donc c'était intéressant quand même d'avoir des hommes avec nous. Et puis c'est très bien également que des hommes défendent les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui sont féministes. Eh oui, oui. Pour quelle raison vous avez choisi cette pièce ? Alors, en ce qui me concerne, tout se joue dans la voiture. J'étais sur le chemin pour aller au travail, ça devait être un 8 ou un 9 mars il y a 2 ans, et j'entends à la radio, parce que j'adore écouter la radio, qu'une troupe de théâtre amateur d'avocats ont rejoué cette pièce à plusieurs reprises dans la région parisienne et que le fils de Gisèle Halimi a été très touché et même venu les voir et leur a remis la robe d'avocat de sa mère. Donc je me suis dit, et je connaissais en plus le thème, le procès de Bobigny, j'en avais déjà entendu parler. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ce qu'on doit jouer la prochaine fois. Celui qui a écrit cette pièce, c'est Basile Ader. C'est un avocat qui est actuellement toujours, je pense, en exercice. Et donc j'ai pris contact avec lui. Je lui ai demandé par mail s'il a accepté qu'on joue sa pièce. Et il a dit oui. Il a répondu très, très rapidement et de façon très agréable et très gentille que oui, on pouvait jouer sa pièce, sans problème. Voilà. Il en a écrit 2 autres, une sur la peine de mort et une également sur un tribunal de guerre pendant la guerre 14-18 qui est très intéressante. Il y a eu 2 procès. Le procès que vous jouez sur dans la pièce, et puis le premier procès qui était à huis clos sur la personne, donc la jeune fille à l'époque, qui était donc qui a été dénoncée. C'est ça. C'est le premier procès qui a eu lieu était le procès de Marie-Claire, qui est une jeune fille qui avait 15-16 ans, qui est tombée enceinte, qui a été dénoncée par son petit ami. Enfin, c'était pas son petit ami, c'était un violeur carrément. Pour échapper à la justice, il a donc dénoncé. Ce procès a eu lieu à huis clos, et elle a été relaxée à la suite de ça. Quelques temps après, il y a eu le procès donc de sa maman, et également d'une collègue de sa maman et de l'avorteuse. Donc c'est celui que nous jouons, qui est donc le procès de 3 femmes. Alors comment est-ce que Gisèle Halimi est rentrée dans le jeu, j'allais dire, de ce procès pour défendre justement ces femmes ? Elle a essayé d'aborder ce procès sous un angle différent,
qui, au lieu de ne pas plaider, enfin pas plaider coupable, de dire que c'est la loi, de plaider contre la loi, c'est la loi qui est injuste. Donc elle leur a demandé si elle voulait bien, que ce soit un procès contre la loi. Et elles ont hésité, je pense, un petit temps, et après elles ont accepté, et la maman a accepté en disant oui, je veux bien plaider contre la loi. Et donc c'était plutôt, comme disait Gisèle Halimi, plutôt un procès politique aussi? Oui, il faut dire à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de mouvements de femmes, de la société. Il y avait eu déjà le manifeste des 343 salopes. Il y avait également eu une liste de médecins qui avaient signé comme quoi ils avaient déjà pratiqué des avortements. Donc il y avait tout un mouvement féministe également à cette époque-là. Et Gisèle Halimi a mis sa pierre à l'édifice également à travers ce procès. Basile Ader avait déjà sélectionné plusieurs témoignages, parce que ça a duré 5 ou 6 heures, ou je sais plus, ça a été très long quand même le procès, et la pièce ne dure réellement qu'1 heure et demie, 2 heures. On en a enlevé encore quelques-uns, on y fait quand même référence, et ensuite on a choisi ceux qui étaient plus intéressants. Alors ce qui est bien, c'est que on voit l'aspect scientifique, l'aspect politique, l'aspect social également. Les témoignages sont quand même intéressants et on apprend plein de choses. Est-ce qu'on peut recontextualiser un petit peu cette époque du début des années 70 quant à la condition des femmes? L'accès à la contraception venait de juste d'être voté, mais je pense que la plupart des femmes qui osaient demander la contraception à leur médecin avaient droit à une leçon de morale à ce moment-là. Les filles mères devaient assumer quand même beaucoup de choses. Souvent, c'était sur elles que la société, c'était souvent elles que la société montrait du doigt. C'était elles les coupables, les fautifs, c'est elles qui avaient fauté. Jamais les hommes, toujours les femmes. Non, jamais les hommes. Après, il fallait voir la pièce pour savoir plus de choses. Alors, 1974, c'est une date aussi qui compte dans ce procès. Effectivement, et c'est vrai que c'est une suite logique, en tout cas qui découle de ce procès, entre autres, puisqu'en 1974, il y a la loi dépénalisant l'IVG, ou en tout cas favorisant l'IVG, a été votée par Simone Veil, proposée et votée par l'Assemblée nationale. Et qui a été applaudie par les hommes politiques de l'époque, parce que pour eux, c'était une avancée, ça? Oui, tout à fait, sachant qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes aussi à l'Assemblée nationale, et que ça n'a pas été un travail facile non plus pour Simone Veil. Ça a été difficile cette bataille. Mais effectivement, et même lors du procès, vous verrez que certains hommes déjà s'étaient positionnés en faveur de l'IVG.